Ah oui, maintenant, vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? C'est- Ok, d'accord, très bien. D'accord, ok, on commence par... Ok, on a oublié l'exercice 5, je crois. Et le plus grand nombre naturel dont le cube divise A, qui est égal à 2 puissance 4, 3 puissance 10, 37. Ok. Ok, donc on veut trouver un n d'être donc c'est-à-dire que la variation périodique de n est plus petite que la variation de A pour tout notre premier P. Mais on sait déjà que ici pour A, les autres premiers que 2, 3 et 7 ont variation 0. C'est-à-dire que les variations par rapport aux autres nombres premiers ont 0. Et du coup, ici, ça force que VP de n doit être 0 aussi. Donc, les seules classes où n veut avoir des variations positives, strictement positives, sont les classes des premières 2, 3 ou 7. D'accord? Ah, moi, pardon. C'est le cube, ok, c'est n puissant. Ok, d'accord, donc c'est comme ça. Ok, ok. Et du coup, maintenant, c'est très clair. Il faut juste regarder l'évaluation par rapport à 2, 3 ou 7. OK. Quand P est égal à 2, donc 3 fois la variation de active de n est plus petit que 4. Du coup, la plus grande valuation ici, c'est 1. OK. Parce qu'on veut trouver un nombre n qui est le plus grand possible. Donc, la valeur maximum pour la valuation de n par rapport à 2 et 1. Juste par cette inégalité. Ici, c'est pareil. OK. Donc, c'est le plus grand qui satisfait cette condition, c'est-à-dire que la puissance divise 1 et 2 puissance 1 fois 3 puissance 2, pardon. Oui, 2. 3 puissance 2. D'accord. Et du coup, c'est toujours la même histoire avec l'évaluation. Il n'y a pas de problème. Tout le monde a une feuille de TD3. La feuille 3? Non, pas encore? OK. Regarde. OK, d'accord. OK, pas de problème. Et même TD2, tout le monde a une feuille. Feuille 2? Ouais. OK. Il y a une question? En fait, c'est toujours avec l'évaluation. C'est comment on décrit la divisibilité. C'est par cette relation-là. C'est que la variation de n cube est plus petite que la variation de 1 pour tout notre premier P.
on a une égalité en toutes les phrases. OK, une phrase, c'est juste un nombre premier, dans ce cas-là, c'est ce que je veux dire. Et donc, quand P est différent de 3, 2 ou 7, ici, la variation de A est 0. Du coup, ça force que la variation de N doit être 0 aussi. Du coup, le seul cas qui reste, c'est le cas où P égale à 2, 3 ou 7. D'accord? Et du coup, on applique toujours cette inégalité. Et donc, on a 3 inégalités ici. Maintenant, il faut trouver la variation la plus grande possible. Parce que la question, c'est quel est le plus grand nombre positif, n, qui satisfait cette condition. OK. C'est à peu près comme la question dans le contrôle continu qu'on a vu. Donc, c'est comment on peut décrire la divisibilité par la variation. OK. Oui. Pour être égal à 5, oui. ça serait pas la version de n. Ah, pardon. Oui. Pardon, OK. OK, Émilie a une question. Pourquoi OK, V statique de n doit être égal à 0 au pardon, oui, j'ai vraiment mal écrit. OK, pardon, j'ai mal écrit ici déjà, parce que c'est pas, c'est grâce à cette inégalité ici. Du coup, ici, c'est juste cette inégalité en remplaçant P par 7, OK? Donc, V de 7 par rapport à 7, c'est 1, d'accord? Du coup, 3 fois V de n par rapport à 3 est plus petit que 1, mais ici, ça, c'est un nombre entier, un nombre naturel. Et donc, on peut juste avoir... Voilà, V de 7... Ah oui, pardon. Oui, j'ai vraiment mal écrit tout. OK. Oui, donc maintenant, je crois que c'est clair. OK, c'est bon. Oui, c'est ça. OK, très bien. Ouais, je crois que ce n'est pas tellement difficile. Et OK, on a terminé l'exercice 10 la dernière fois. Maintenant, on commence par l'exercice 11. OK. Je te rappelle une définition pour BGCT et PPCM. Mais il y a plusieurs définitions équivalentes. Et cette définition-là a plutôt, comment dire, une valeur théorique qu'on va utiliser tout à l'heure. OK. Quelqu'un qui veut venir au tableau pour corriger ça, l'exercice 11. Et ensuite, tu peux utiliser d'autres méthodes, pas forcément celle-ci. Qui veut? Sinon, on le garde ensemble. Et on veut prouver que, en fait, en multipliant A et B par un nombre premier C, leur PGCT est aussi un multiple de D, avec le même quotient C. Okay. Parce qu'on n'a pas convention, on a toujours supposé que le PGCT doit être positif, donc un nombre naturel, mais pas seulement un nombre entier.
Donc, c'est pour ça qu'on a une valeur absolue. D'accord? OK. Parce qu'on sait qu'avec la divisibilité, on peut toujours avoir un signe plus 1 ou moins 1, mais ce n'est pas important, mais c'est juste par convention qu'on dit toujours que le PGCD a un nombre positif. OK, c'est pour ça qu'on a une valeur absolue. OK, du coup, comment montrer ça? En fait, déjà, il y a plusieurs façons. Par exemple, on peut dire, on utilise le terme de Bézout. Le terme de Bézout dit que vous vous souvenez encore, ce qui veut dire cet ensemble, c'est l'ensemble de multiples de A. OK. Et quelle est la définition pour l'addition de deux ensembles comme ça? C'est l'ensemble de tous les nombres qui s'écrivent de cette manière. OK. Du coup, c'est l'ensemble, ça c'est la définition, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires avec des coefficients entiers de A et B. OK. Par le théorème de Bézout, ça c'est juste l'ensemble de tous les multiples du PGCD de A et B. OK. Oui, ici on a déjà D. OK. Ça c'est le théorème de Bézout. Et on applique juste cette formule-là. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut savoir que est-ce que cet ensemble-là est égal à cet ensemble? Est-ce qu'on peut si on veut prouver ça, on a ce résultat directement, parce que ça, c'est juste une autre caractérisation du PGCD de A et B, ou de AC et BC. OK. Mais ici, c'est juste par définition, parce que ici, on voit bien que la définition pour cet ensemble, c'est juste on remplace A par AC, et ici B par BC. Et donc, on peut écrire juste avec un facteur commun comme ça. OK. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est juste les multiples par C de tous les nombres ici. D'accord. OK. C'est que, quelle est la relation entre ces deux ensembles-là? C'est que dès qu'on a un nombre ici, on le multiplie par C, et tous les nombres ici, c'est sous cette forme-là. Mais on sait déjà que ça, c'est aussi l'ensemble de tous les nombres qui sont un multiple de D. OK. Donc ici, ça, c'est égal à... Ça, c'est égal à ça. D'accord. OK. En fait, avec cette formule-là, ça, c'est assez clair. Même juste avec cette écriture, on peut imaginer que ça, c'est un résultat assez intuitif. Parce que par la définition, ça, c'est juste... On remplace Z, ça, c'est l'ensemble de entiers. Donc, on peut imaginer que ça, c'est l'ensemble d'éléments pour Z. Ici, on le remplace juste par un nombre concret. Et donc, on fait la multiplication, bien sûr, on doit le faire dans les deux côtés. Et du coup, ici, on a aussi un multiple de C. Okay. En fait, c'est aussi pareil d'écrire comme ça, même si C est négatif, parce que par la définition, c'est la même chose. Mais c'est juste que la définition de PGCD, on impose que ça soit un nombre positif. Okay. Du coup, on choisit C ou moins C qui est positif. Okay. Okay. Ou avec cette méthode, comment ça peut marcher? En fait, c'est exactement pareil, parce que, en fait, donc, le minimum de VP de A et VP de C, on le sait déjà, donc, en fait, ça, c'est la condition ici. Donc, pour VP de AC et VP de BC, du coup, c'est VP de A plus VP de C. OK, je vais écrire comme ça. Je vais écrire ici. Donc, VP de AC, c'est VP de A plus VP de C. Donc, le minimum de VP de AC et VP de BC,
c'est le minimum de VB de A plus VB de C, VB de B plus VB de C. Okay. Du coup, on a toujours plus VB de C. OK. VB de C plus, plus le minimum de VB de A. VB de C. OK. Donc, c'est-à-dire que dans ce produit, on ajoute toujours P puissance VP de C. Et du coup, à la fin, ça me donne quoi? Ça me donne juste la valeur absolue de C. D'accord? Du coup, avec cette méthode, ça peut marcher aussi. Et la question 2. Question 2. OK. On utilise toujours cette description-là. Et du coup, à la fin, ça revient à trouver une relation entre le minimum de VB de A, VB de C et VB de B, BC. Du coup, c'est tout ça. Du coup, il faut juste comme dire, interpréter toutes les conditions avec cette formule-là. OK. Ici, le PGC de A et B est 0. Dans ce cas, on dit que A et B sont premiers entre eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce truc-là est 1, pardon, est 1, OK, est 1. Donc, c'est-à-dire que la variation par avoir tout nombre premier est 0. OK? Ça veut dire que okay. Et ici, c'est pareil. Okay. Et donc, maintenant, on veut savoir est-ce que ça. D'accord. En fait, il faut juste voir ça dans les cas différents, parce que ça veut dire qu'il y a au moins un nombre ici qui est égal à 0. Ici, c'est pareil. Et du coup, il y a en total 4 situations à considérer. OK, du coup, par exemple, suppose que VP de A est déjà 0, et ça, c'est bon, parce qu'ici, on a un 0. OK. OK. Si VP de A est strictement plus grand que 0, ça veut dire quoi? Avec ça, ça veut dire que V de B doit être égal à 0. OK. Parce qu'on doit avoir au moins un des deux qui est égal à 0. Ici, c'est pareil. Si VP de A est strictement plus grand que 0, ça veut dire aussi que VP de C est égal à 0. Okay. Donc, bien sûr, ici, ça, c'est 0. OK. En fait, c'est déjà tous les cas, je crois. Ouais. Parce que c'est déjà pour tout le monde qu'on a démontré ça. Parce que c'est vraiment par cette description-là. Donc, on peut dire que deux nombres sont premiers entre eux. C'est seulement-ci, pour tout nombre premier P, la variation de ces deux nombres, il y a au moins un qui est égal à 0. OK? Parmi ces deux variations-là, il y a au moins une variation qui doit être égale à 0 pour tout nombre premier P. D'accord?
Question? C'est bon? Ok. Mais vous avez déjà tous fini cet exercice, ou pas? Parce que je veux juste savoir le niveau de difficulté. Est-ce que ça va encore sur ces exercices ou est-ce que c'est pour ajuster un peu le rythme? Mais vous devez me dire si vous le trouvez comme trop facile ou trop difficile. Mais à mon avis, je crois que ça va, non? Parce que c'est... Ah, pardon, j'ai effacé ça, mais OK. Mais bon, on va toujours utiliser cette méthode pour la question 3. Donc, ça, exactement pareil, ça veut dire que pour tout notre premier P, le minimum de VP de A et VP de B est égal à 2. C'est-à-dire qu'il y a au moins une variation VP de A, soit VP de A, soit VP de B, qui doit être égal à 2. OK. Maintenant, on veut savoir, est-ce que ça implique que le PGCD de A puissance M et B puissance M est égal à 0 aussi. Ça, c'est l'équivalent quoi? En fait, c'est une équivalence. Ça, c'est l'équivalent à pour tout P, le minimum de VP de A puissance M, mais c'est M fois VP de A. OK, c'est pareil. M fois VP de B est égal à 0. Okay, ici, c'est même pas forcément la même indice, ça peut être M. OK. Est-ce que cette implication est déjà très claire pour tout le monde? Je crois oui. Que soit VP de A est égal à 0. Dans ce cas-là, N fois VP de A est égal à 0. Donc, on a un 0 ici. Ou bien VP de B est égal à 0. Et dans ce cas-là, le multiple de VP de B par M est égal à 0. OK. Donc, je crois que c'est bon, c'est l'implication. Tant qu'on a écrit tout ça sous cette forme-là, je crois que c'est déjà assez clair. Okay. Du coup, ce qui est important, c'est vraiment cette étape-là. Le premier pas qu'on va faire, c'est comment traduire cette relation de, comment dire, d'être premier entre eux par la description de valuation. Okay. Okay. OK. En fait, la question 4, c'est presque un corollaire direct de la question 3. Il faut juste utiliser une relation. Vous allez me dire si vous avez déjà vu ça en cours. C'est que, par exemple, si PGCD de A et B est égal à D, donc A sur B et B sur D sont premiers entre eux. Vous avez déjà vu ça? OK, oui. Donc, maintenant, c'est juste... Donc, avec ça, la question 4, c'est juste un corollaire direct, parce que se ramène au cas dans la question 3. D'accord. Et oui. Et donc, encore, par question 1, on peut toujours multiplier ces deux nombres par exemple, b puissance n,
Et on a leur BGCD qui est un multiple de puissance n aussi. D'accord? Donc, ça, c'est juste par question 1. OK. On peut le formuler comme ça. On peut toujours faire la multiplication sur les deux côtés pour le calcul de BGCD. D'accord? Le BGCD de AB est égal à D, donc BGCD de AC et BC est égal à C, en valeur absolue. Okay. Donc ici, donc la question 4, c'est juste une combinaison de la question 3 et la question 1. D'accord? Mais on peut toujours utiliser cette définition-là qu'on a écrite, c'est que BGCD, c'est juste le produit de P puissance, le minimum de variation par P2 à puissance n, et minimum de n fois P2 B, et avec le même raisonnement, on peut toujours obtenir ce résultat-là. Okay? Et oui, et du coup, la question 5, il n'y a même pas besoin d'en parler, parce que c'est exactement cette ligne-là, donc, ouais. C'est juste qu'ici, on a mis M et M, mais en fait, par la question 3, on peut mettre M et N aussi, d'accord? Du coup, ça, c'est directement à la question 5. OK. OK. C'est bon là? Oui. Je ne comprends pas ce qu'il y a écrit tout en bas juste avant le 3. Ah oui, oui, la question 5, OK, ça découle là de la question 3. OK. En fait, c'est juste exactement ici, cette ligne-là, mais on remplace n par n. OK. La question 5 nous demande de calculer BGCD de A puissance m sur D puissance m, et B puissance n sur D puissance n. D, pardon. OK. Sur D puissance n. OK, oui. Donc, c'est exemple ici. En fait, c'est cette condition-là qu'on va utiliser. Si le BGC de A et B est égal à D, donc A sur B et B sur D sont premiers entre eux. Okay. Ça, c'est l'essentiel qu'on a utilisé. Okay. Du coup, dans la question 5, on utilise ça et on applique la question 3. Du coup, c'est direct. Okay. Oui, il y a encore des questions? Je peux effacer cette partie-là. OK. C'est bon pour tout le monde. Je vais écrire quand même encore une fois. Dans l'exercice 12, okay. Qui peut me dire comment faire? C'est déjà assez clair avec ces deux formules-là. Okay. On peut calculer le produit. Donc, c'est juste le produit de tout ça. Okay.
OK. Donc, maintenant, la question essentielle, c'est comment calculer cette somme-là? OK. Ou plus généralement, le minimum de x, y, plus le maximum de x et y est égal. Okay. Oui, exactement. On peut juste supposer que, par exemple, x est plus grand que y, et du coup, le minimum, c'est y, le maximum, c'est x. OK. Donc, ici, c'est juste x plus y. D'accord? Et du coup, ici, ben, c'est ça. OK. Du coup, par le théorème de l'arithmétique fondamentale, c'est-à-dire que c'est la factorisation unique. Okay? C'est-à-dire que tous les nombres naturels, A s'écrit comme ça, comme un produit de P puissance la variation BAT de A. D'accord? Okay. Du coup, cette partie-là, c'est juste la valeur absolue de A, si on ne suppose pas que A soit positif. Et cette partie-là, parce qu'on sait déjà qu'avec la somme dans la puissance, ça, c'est juste le produit de ces deux termes-là. Okay. Okay. OK, il y a des questions? Okay. Du coup, l'essentiel, c'est vraiment qu'on a une factorisation unique. OK. Parce qu'avec cette définition, ça, c'est vraiment basé sur le fait qu'on a toujours la factorisation unique. Et donc, on peut définir la valuation et on peut construire le PGCD et le PPCM à partir de toutes ces variations-là. D'accord. Et avec l'évaluation, comment reconstruire ce nombre? Du coup, il faut juste prendre la puissance et après le produit. D'accord. OK. Donc, c'est-à-dire qu'après la factorisation, ce qui compte, c'est juste les indices dans les puissances. Et du coup, c'est pour ça qu'on a défini la valuation, puisque c'est exactement la définition pour la valuation. Et après, on peut le reconstruire par le produit. Okay. Et c'est pour ça qu'avec cette description de PGCD et PDCM, on peut trouver des résultats comme ça facilement. Oui. Ici, là. Là. OK, d'accord. OK, je vais écrire ici. Okay, avec plus de détails. OK. Est-ce que ça, c'est clair? Ça, c'est le terme fondamental de l'arithmétique. C'est la factorisation unique, on peut dire. Okay. Pourquoi on a mis la valeur absolue? Parce qu'ici, en fait, on peut avoir plus ou moins 1 ici, okay, comme signe. Okay. Mais on suppose juste qu'il n'y a pas ce problème de signe. Et donc, pourquoi ça c'est vrai? Parce que d'accord, ça c'est clair. Et donc ça, il faut faire entre guillemets le développement, c'est-à-dire qu'on le sépare en regroupant toutes les variations de A ici, et après toutes les autres variations de B ici. OK. Du coup, ça se sépare en 2 produits de cette manière-là, et du coup, et avec tous les nombres premiers P,
À la fin, on obtient le produit de A et B. D'accord. Ok. Oui, une question à distance. De la valeur absolue. OK, d'accord. Pourquoi on a un passage de la valeur absolue? Parce qu'en fait, par la factorisation unique, si A est plus grand que 0, on a cette factorisation-là. Parce qu'ici, P est toujours positif, et du coup, ici, c'est un produit de nombres positifs. Du coup, ici, ce produit-là est toujours positif. Mais si A est plus petit que 0, du coup, en fait, ici, on a un signe moins ici. Okay. Par exemple, on peut faire la factorisation pour moins 24. Ça, c'est égal à moins 2 puissance 3 fois 3. OK, d'accord. En fait c'est juste exactement la même chose pour 24, mais c'est qu'on a un signe moins ici. Du coup, on a mis un moins, on a mis un signe ici. D'accord. OK, ici, c'est juste pour éviter ce problème de signe. On veut dire que, ouais, on a toujours un signe positif et du coup, on a mis la valeur absolue pour éviter tout problème possible. Okay, mais c'est, ouais. OK, d'accord. OK. Il y a encore des questions? Oui. Du coup, pour l'exercice 13, Ouais. d'après... Ouais, tu veux venir? Oui. Oui, par contre, je ne sais pas si je veux bien le rédiger. Je vais décider, mais je vais pas... Oui, t'inquiète. On va le regarder ensemble. C'est important d'avoir d'abord des idées et du coup, on peut avoir des discussions et tout ça. Et parfois, ça peut nous donner beaucoup plus de, comment dire, de inspiration. D'après l'exercice 12, Tu peux le... on a du coup PPCM de AV qui est égal à celui de AV sur... Oui, exactement. Parce que d'après l'exercice 12, ouais, on a déjà calculé le produit de PBCM et PGCD. Donc maintenant, on peut expliquer l'un à partir d'autre. Okay, de l'autre. Alors on avait M qui est égal au PPCM. Et M qui est égal du coup, ces deux-là, si on fait leur PGCD, oui. Ça va être égal à 1. Oui, exactement. On a PGCD de oui, c'est ça. valeur absolue de A oui. et PGC oui. de valeur absolue de B qui est égal à PGCD oui, de AB. C'est ça. Et du coup, quand on divise, ça oui. fait 1. Exactement. Du coup, celui-là, ça va être le A'. Et oui. celui-là, ça va être le B'. Oui, c'est ça, exactement. OK. Merci, Sarah. OK, du coup, c'est comme ça, en fait. Parce que, du coup, la question, OK, je ne sais pas si tout le monde a déjà lu cette question. Du coup, maintenant, on a deux nombres, on a deux entiers. Ici, c'est bon, parce qu'on a supposé que les deux sont strictement positifs. Et du coup, il n'y a plus ce problème de signe. Et après, on pose M qui est égal à PBCM. Et maintenant, on veut trouver un diviseur A' de A et un diviseur B' de B, tel que leur PGCD est égal à 1 et M est égal à leur produit. OK. En fait,
fait, comme dit, l'intuition est déjà très claire, c'est que si on a des diviseurs en commun pour A et B, on veut le enlever, c'est-à-dire que si le BGCD de A, B est égal à M et du coup est égal à D, et du coup on enlève ce diviseur, et du coup A sur D et B sur D sont promis entre eux, du coup on va le regarder ensemble, qui est ici BBCM, oui, ça c'est juste par la question 12, oui, exactement. Et oui, du coup, A sur BGCD égale à prime. Oui. Oui, ici, il y a un petit souci, parce que, oui. Oui, en fait, il faut juste prendre, comment dire, ouais. En fait, ça, c'est bon déjà. Pourquoi? Comment on peut montrer qu'en fait, il y a déjà pas de... En fait, les deux nombres sont déjà premiers entre eux. C'est-à-dire qu'on a juste enlevé, comme dire, leur facteur commun pour un nombre. Et donc, en fait, du coup, sur les deux, il n'y a déjà pas d'autres facteurs communs. Et c'est exactement avec cette description-là. D'accord? OK. Pourquoi? Qui veut m'expliquer avec cette description? C'est-à-dire que, OK, je vais préciser un petit peu, OK. Si BGCD de A et B égale D, qu'est-ce qu'on veut dire? Ouais, en fait, il faut regarder. OK, je vais effacer ici. Okay. Okay, il faut juste regarder, OK, comme là-bas, il faut regarder le minimum de... VAB de A sur D, mais VAB de A sur D et VAB de A moins VAB de B. D, pardon, D, oui. OK. OK. Mais maintenant, on sait déjà que VAB de D est le minimum de VAB de A et VAB de B. Donc, pareil, si on suppose que VAB de A est plus grand que VAB de B, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Du coup, le minimum, c'est VAB de B. OK. Donc, ici, OK. Il y a encore un souci, parce qu'on peut avoir ça. On peut avoir ça, même beaucoup plus grand. Ah oui, c'est pas bon. OK. Donc, on peut seulement dire que le BGCD, c'est P puissance, ce truc-là, mais c'est possible que ici, même V de A est beaucoup plus grand que V de B. Par exemple, imaginez que, ouais, on peut juste essayer d'abord avec des exemples simples pour avoir une idée. Par exemple, on prend A qui est égal à 2 puissance 10 et B égal à 2 puissance 3. OK, d'accord. Et oui. Donc, maintenant, du coup, comment dire, la morale, c'est que il faut enlever le diviseur en commun pour un des deux. Il faut vraiment choisir. C'est-à-dire que si on fait B sur D, on va avoir le BGCD qui est égal à 1. Mais si on fait A sur D, on ne peut pas l'avoir. OK? Du coup, c'est-à-dire que on a cette description-ci, PP de A et PP de B. On veut reconstruire A' et B'. En fait, c'est simple. Chaque fois, on choisit juste, comment dire, celle qui est plus petite. OK. On juste choisit le minimum. OK. Du coup, vous avez vu. D'abord, oui, comme dit, c'était naturel de considérer ça, ce produit-là. Mais après, on a vu qu'il peut y avoir des problèmes si on prend tout, par exemple, les variations de A ensemble
et on fait subtraction sur l'évaluation et ça peut causer des problèmes. Ça, c'est un exemple du coût statique. Et pour chaque nombre premier P, il faut choisir A ou B sur lequel on fait la soustraction des indices. D'accord? Okay. Je vais écrire ça concrètement. Okay. Par exemple, OK, est-ce qu'on peut pas encore donner un exemple? OK. OK. Parfois, en théorie de nombres ou en mathématiques, c'est très utile de d'abord regarder des exemples simples pour avoir une idée de comment ça peut fonctionner. Okay. Par exemple, OK, on va regarder juste un exemple. Ça. Dans la recherche, c'est aussi comme ça aussi. Parfois, un problème nous semble trop difficile. Comment on peut faire? On prend juste un exemple, on fait des calculs explicites et après, on généralise nos résultats et on va voir s'il y a... Okay. Donc, le BGCD, c'est... BGCD sur... BCM, c'est... Donc, dans ce cas spécifique, qu'est-ce qu'on veut dire? Donc, on veut trouver un diviseur de A et un diviseur de B. Un diviseur de A, donc c'est un choix d'indices de 1, de 2, 3, 7 ou 11. C'est que toutes les variations sont plus petites que 10, 12, 6 ou 6. D'accord. OK. En fait, du coup, qu'est-ce qu'on veut? On veut que leur produit est égal à M, c'est-à-dire que la somme de ces deux indices doit être égale au maximum, OK? Donc, leur somme doit être égale au maximum, mais le minimum doit être égal à... Parce que ce qu'on veut, c'est qu'on veut que A' et B' soient premiers entre eux. Donc, le minimum doit être égal à 0. OK? OK. OK, du coup, il y a toujours un 0. C'est-à-dire qu'il y a toujours un 0. OK. Et l'autre, c'est juste le maximum. OK. Je vais écrire ici. Ah oui, pardon, parce qu'il faut toujours choisir. OK, parce que A' doit être le diviseur de A et B' doit être le diviseur de B. OK, d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'on prend juste le facteur dont la variation est plus grande. OK. D'accord. Et pour le reste, on met juste 0 partout. OK. Juste pour cet exemple, est-ce que c'est clair? Okay. Okay. En fait, ce qu'on cherche, c'est que, donc, la question, c'est qu'on veut que leur produit soit égal à M. Du coup, M, c'est 2 puissance maximum de 10 et 2. OK?
Du coup, là, du coup, c'est-à-dire que la somme de ces deux indices doit être égale au maximum de VAB de A et VAB de B. D'accord? Et l'autre doit être égal à 0 parce que on veut que A' et B' soient premiers entre eux. D'accord? OK. Donc, chaque fois, on prend juste le facteur dont la variation est plus grande et on le met ici. Et pour l'autre, on met simplement 0. OK. Donc, si on a bien compris cet exemple explicite, donc il n'y a rien de difficile niveau généralisation, parce que on a bien vu que, donc, avec cette traduction d'évaluation, ce qu'on cherche, c'est que, OK, et OK. En fait, ça, c'est déjà, comme dire, la description complète de cette question. C'est-à-dire que d'abord, oui, on n'a pas d'évaluation, mais si on utilise le langage d'évaluation, ça, c'est tout ce qu'on cherche. OK? Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que A' divise A. OK. En fait, ça veut dire tout T. OK. Tout T. On cherche juste ces quatre conditions-là. OK. Ça veut dire quoi? Ça divise A' divise A. A' est un diviseur de A. Ici, ça veut dire B' divise B. Ici, c'est la description de M est égal à A' fois B'. OK? Donc, le produit se traduit en une somme si on prend la valuation. Pourquoi? Parce que ça, c'est une fonction multiplicative. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que A' et B' sont premiers entre eux. OK. Du coup, il n'y a pas de produit du tout. Maintenant, il y a juste des inégalités, et le maximum, minimum, et l'addition entre des nombres naturels. Maintenant, c'est facile. OK. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Donc, si VAP de A est plus grand que VAP de B, le maximum est juste VAP de A. OK? Parce qu'on sait toujours qu'on doit avoir un des deux qui doit être égal à 0, et du coup, l'autre doit être forcément le maximum des deux. D'accord? Okay. Ça, c'est ce qu'on a vu là-bas. OK. OK. Ici, on a juste écrit, on dit algébriquement ou on dit abstraitement, ce qu'on a fait ici. D'accord? OK. Parce que, en fait, c'est vraiment ces deux conditions qui nous donnent le choix, puisqu'on sait déjà que le minimum doit être égal à 0. Donc, il y a forcément un des deux qui doit être égal à 0, mais on sait que le somme doit être égal à ce truc-là, et du coup, l'autre est automatiquement ce truc-là. D'accord. Mais on a aussi ces deux restrictions, c'est-à-dire que si on prend juste, par exemple, VB de B' qui est égal à un maximum de VB de A, c'est possible que cette condition-là n'est pas satisfaite.
Mais avec ce choix-là, on veut toujours garantir que ces deux restrictions sont satisfaites, mais on a aussi bien les deux conditions demandées. D'accord. OK. Et donc, il nous semble que ce n'est pas encore fini parce qu'on a juste dit l'évaluation pour A' et B' pour tous les B, mais par la factorisation unique, ça nous donne déjà A' et B'. D'accord. Il faut juste prendre le produit de tous les P puissance VB de A'. Okay. Et ici, on a dit qu'on cherche deux nombres positifs et donc, il n'y a pas de problème de signe. D'accord? OK. Je vous attends des questions, s'il y a des questions. Sinon, vous pouvez commencer à regarder un petit peu la feuille 3. Je ne sais pas si vous l'avez déjà regardée. Okay. On a un peu de temps à réfléchir sur les questions de la feuille 3 et après, on commence. Lundi prochain, on va faire un CC2 parce que maintenant, on fait le CC toutes les semaines. OK. Donc, soyez prêts. C'est ça pour la feuille du TD2? Ouais, TD2, ouais. Oh non, ouais, en fait, OK, on dit comme ça. Et donc, on a... Toujours lundi, il y a un CC et c'est sur ce qu'on a vu jusqu'au lundi dernier. OK. Oui, c'est ça. OK. OK. C'est-à-dire que ce CC-là porte sur ça. D'accord. OK. Oui, c'est toujours ce schéma. Parce qu'on a juste un week-end après ça, mais je peux que si vous n'avez pas suffisamment de temps pour préparer le truc qu'on a vu juste aujourd'hui, et du coup, OK. C'est comme ça. Parce qu'on peut avoir un contrôle sur tout ce qu'on a vu. Jusqu'à lundi, OK. Hugo? Pardon? Emily? Yann? Marcel? Lara? Morceau? Morceau? Rosa Morceau? Adam de Charles? Et non. Oui, c'est ça. Et Stéphane. Liu. Sardou. Et Yvan. Mais le reste, vous n'étiez pas là lundi, non? Si? Ah bon?
T'as souligné? Ah, ok. Je vais mal prononcer ton prénom. Nani. Ok, d'accord. Nani. Oui. C'est quelle partie En fait, Comme c'est ça, ça veut dire que genre, Oui, ça veut c'est ça, un qui parle de Ah, Charles. comme minimum, c'est ça, ça veut dire que je suis pour un peu, c'est quand même ici. C'est un. Et puis, la condition 1, ça veut dire que si l'évolution se passe au minimum, c'est ouais. Je venais au tableau de l'écrire. Avec cette option-là, si il y a un peu de ce comme ça, Oui. Il y a 10, on prend juste les 4. Ouais, parce qu'en fait, le prof d'amphi nous a demandé de faire 10, mais juste en présentiel. Mais je crois que ce serait mieux de les faire en distance. Donc, c'est-à-dire que vous avez 5 CC en présentiel, 5 CC à distance. Oh, oui, en fait, je n'ai pas compris. Donc, il y a, comment dire, un recrutement différent, non? Maintenant, c'est faire français. Oui. Ah bon? Oui. Avec, du coup, vu qu'on compte les maximum, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais je n'ai pas compris si tu viens et. Si on vient dans la salle, Oui. alors que normalement, on est pas mais là, Oui. oui. Il les a tous répartis. Ah oui, bien sûr, mais j'accepte tout. C'est-à-dire que si vous venez, bien sûr, Il a fait un cas et son contraire, il peut pas en avoir manqué. Donc, ça existe. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Et la condition 3 et 4, ça comprend le fait qu'un prune soit indivisible de 1 et l'autre prune soit indivisible de 2. Je ne sais pas ce que c'est avec CD, c'est une modalité qui comprend. Donc, c'est sûr. Sur quelle question? sur la 13, je ne comprenais pas comment vous concluez à la fin, pour dire qu'après une vitrine existait. Ah, ok, c'est juste par la construction ici, c'est-à-dire que si on a tout ça, après ça satisfait tout, comme dire, les deux conditions
chercher et les deux restrictions. Okay. Et donc, ça, en fait, est-ce que tu as déjà compris pourquoi, si on pose A' et B' comme ça, tout ça, c'est satisfait? Ou c'est plutôt la traduction en ça qui pose le problème? En fait, j'ai compris toute la partie du haut. Oui, ok, d'accord, ça c'est bon. Ok, là où j'ai un du peu coup c'est ça, ok. Mais pour cet exemple, est-ce que tu as déjà compris ça? Parce que je crois que ça c'est plus, comment dire, ça c'est plus clair en tant qu'exemple. Du coup, ici c'est juste exactement ce qu'on a fait. Ok, c'est-à-dire que on prend toujours, sur une place P, on prend toujours le facteur qui est comme dit, le plus grand, et pour l'autre, on met juste 1, ou variation 0. Okay, c'est exactement ce qu'on a fait ici. Donc, pour A', on prend 2 puissance 10, 7 puissance 16, 7 puissance 6, et ici, 0, 0, et du coup, ça me donne 1, 1. Et ici, c'est pareil. Okay. Donc, j'ai distingué les deux cas. OK, mais ici, il faut dire que, OK, ça, c'est pour un P fixé, c'est-à-dire qu'on regarde juste en une place P, et du coup, on a une valuation définie pour A' et B', et après, on combine toutes les places, okay, tous les nombres premiers, et on a ça. OK, donc ici, concrètement, par exemple, on prend juste P égale à 2. Donc, dans ce cas, ça veut dire quoi? Dans ce cas, on a bien que V de A par rapport à 2 est plus grand que V de B. OK. Et donc, on pose A', VP de A', qui est égal à 10, et l'autre qui est égal à 0. OK. Du coup, ça veut dire juste pour un premier P, donc avec cette opération-là, on a bien défini A' et B' en place 2. D'accord? OK. C'est-à-dire que pour le nombre premier 2, on sait bien que A' est égal à 2 puissance 10, mais B est égal à juste 1, comme facteur. Et après, c'est pareil, on prend B égale à 3, et du coup, on a défini l'évaluation pour A' et B' respectivement. OK. Oui, ouais. Mais n'hésitez pas si tu as encore des questions. Oui. Merci beaucoup. OK. OK, donc, à partir de la semaine prochaine, donc, vous pouvez venir si vous voulez. C'est ça, oui, je sais pas si j'ai bien compris. C'est quoi le truc rouge et bleu? OK, d'accord, OK. Donc, c'est OK. Un jour sur deux. Bon. Mais par exemple, s'il y a des groupes qui n'étaient pas à distance, mais donc ça peut, comment dire, ça peut avoir encore d'avancement différent parmi les groupes, non? C'est comme ce qui est arrivé la première semaine. C'est-à-dire que d'abord, il y a juste une moitié, mais c'était avec un autre système différent. Et du coup, après, on a vraiment tout type de combinaison de public qui est devenu quelquefois, mais pas autre. Bon. Oui, vas-y. Oui. Ouais, enfin, c'est l'exercice que tu veux faire, en fait. Oui, c'est ça, on s'est déjà parlé de ça, en fait. Ouais. Mais maintenant, je crois que vous avez vu comme dire, la notion de congruence. En utilisant ça, on peut simplifier un peu le langage, en fait. Ouais. Ouais. Donc, ça, c'est en base 10, si on écrit un nombre en base 10, qu'est-ce qu'on peut dire sur la divisibilité par 3 et 9 et 11? Okay. Je crois qu'on a déjà utilisé cette astuce pour déterminer la divisibilité par 3. Par 9, c'est exactement pareil. Et par 10, on a parlé de ça, mais...
Je m'en prie à le mettre par-dessus. Ou pour peut-être après le cours. Question. J'explique ou Peut-être tu peux en finir tout ça et après on. Ouais. Pour la deuxième, en fait, c'est la même méthode que la première, j'aurais écrit tout quand même. Non, c'est pas la peine. Ouais, Okay. c'est sympa. De même. Ouais, je crois que c'est plutôt la troisième. Ouais, non, pas neuf. Oui, la troisième fera. Ouais. Donc, on va. Donc, on a la conclusion. Oh, bon. Ah non, il a écrit ici. J'aurais écrit. J'aurais fait en bas. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est ça, parce que les autres en distance, ils ne veulent pas livrer. Ok. Ils ne veulent pas passer à gauche. Comme ça. Oui. Ok. Alors, pour la 3, du coup. Le cinquième exercice, je me transfère un peu le cours. Je peux me transférer, c'est dans ce sens. C'est pas grave. Et sur Moodle, est-ce que vous avez déjà vu la note sur Moodle? Parce que je l'ai mis sur Moodle, mais je ne sais pas. Ah bon? Okay. Oui, je vais oublier le. Est-ce que je peux. Je vais oublier l'autre, donc c'est bon. Oui, du coup, Sarah, elle va expliquer à tout le monde ce qu'elle a fait. Du coup, on veut démontrer que si 3 divise A, alors 3 divise la somme quand ça s'appelle des décimales de A quand c'est écrit, du coup, quand c'est écrit en écriture décimale. Du coup, c'est tous les chiffres qui restent en écriture en base 10. Oui. Du coup, je suis partie de 3 qui divise A. C'est équivalent à A qui est congrue à 0 multiplié de 3. Oui, avec le langage de concurrence. Oui. Du coup, j'ai écrit A en la somme de, à chaque fois, le chiffre, ces chiffres fois 10 la puissance de 10 oui, qui correspond à ce chiffre-là. Ouais. Du coup, voilà, je l'ai réécrit comme ça, du coup, ça c'est A. Ouais. Et ici, du coup, j'ai fait un peu que, puisque 10 est congru à 1 module 3, alors quel que soit I, 10 puissance I va aussi être congru à 1 module 3. Oui, ça c'est très important, ok. Du coup, ça, en fait, on peut le remplacer par 1. Du coup, ici, ça se simplifie. Et ça y est, Oui, exactement. Du coup, c'est vraiment le langage de concurrence, c'est-à-dire qu'on peut faire, ok, pour trouver la classe de A plus B et A fois B, ou A plus moins B, dans la classe de concurrence, il faut juste faire les opérations pour un représentant, c'est-à-dire qu'on peut juste prendre le reste de A et B, modulo, par exemple ici c'est 3, et on fait on calcule
on dit, le classe de concurrence, et du coup, c'est ici le cas. Okay? Donc, c'est-à-dire qu'avec ce symbole de concurrence, on peut toujours oublier, oublier les trucs qui sont multiples de 3. OK, on regarde juste le reste. OK. Ouais, vas-y. Du coup, pour la 2, c'est exactement le même raisonnement, juste avec 9 à la place de 3, puisque en fait, on va avoir aussi 10 qui est conclu à 1 de 9. Ouais. Bah, là aussi, on pourra simplifier et ça fera le même. Ouais, c'est ça. Parce que l'essentiel, c'est de calculer la classe de concurrence pour toutes les puissances de 10. OK. Mais parce que 10 est conclu à 1, donc pour toutes les puissances, c'est toujours 1, parce que 1 fois 1 est 1 fois 1 est 1. Oui, c'est ce calcul qu'on a utilisé. Ouais. Là c'est un peu différent, oui. Parce que 10 à 11, du coup, c'est congruent à 10. Sauf que les congruences, on peut aussi les faire en négatif. Oui. Et on remarque que puisque 10 c'est juste avant 11, du coup 10 c'est congru à moins 1. Oui, c'est ça. Modulo 11. Du coup 10 puissance i est congru à moins 1 puissance i. Modulo de 11. C'est ça. Du coup, on a deux cas différents quand i est pair. Et du coup, ça, c'est juste 1. Mais quand i est impair, conclu à moins 1. D'accord? Ça, c'est exactement ce qu'il veut dire avec cette formule-là. Oui. Et du coup, ici, on a remplacé le 10 puissance i par moins 1 puissance i. Et ça, du coup, si on l'écrit, en fait, ça donnera bien le A0 moins A1 plus A2 moins A3 jusqu'à. Oui, c'est ça. Du coup, c'est la somme alternée. Oui, c'est ça. Oui. Avec, du coup, c'est positif quand c'est pair et négatif quand c'est. Oui, c'est ça. Exactement. Merci, Sarah. Oui, donc ici, en fait, si du coup, on a les sommes alternées. Et donc, on peut mettre tout, comme dire, tous les termes positifs ensemble et on peut regrouper les autres termes négatifs ensemble. OK. Donc, petit que, ouais, ça c'est juste. Mais en fait, c'est juste ça. Okay. Donc, ça nous donne un critère pour déterminer si un nombre est divisible par 11 ou pas. Donc, on calcule la somme des chiffres dans les classes impaires et aussi la somme des chiffres qui sont dans les classes paires et on fait la différence et on teste si cette différence est divisible par 11 ou pas. D'accord? OK. Du coup, ça, c'est juste une petite application du langage de concurrence qu'on a vu. Pour l'exercice 2. Pour l'exercice 2, je crois, on a... Question, oui? La question, c'est pour la question 1. Oui? Moi, j'ai juste fait le tableau des résidus pour le modulo 3. Oui. J'ai le au carré. Oh, oui, bien écrit. Ah oui, c'est dans l'exercice 2, tu veux dire. Oui, vas-y, oui, c'est ça, oui. Oui, donc c'est très bien avec un tableau parce que ça nous donne vraiment, comme dire, des exemples et tout ça. Tu t'appelles? Maxence, ok, oui. Maxence, il va écrire un tableau pour déterminer la classe de concurrence de x au carré modulo 3. Ouais, du coup, on commence par 0, 1, 2, 3. Sauf qu'on peut dire que 2 modulo 3, 2 oui. est congru à moins 1 modulo 3.
Ouais, on peut le dire, ouais. Donc ça fait moins 1, et si on est en carré, on a 0, 1, 1, 0. Oui. Donc ça veut dire que x au carré est congru soit 0, Oui. soit 1. Oui, ouais, c'est ça. En fait, ici, oui, ok, merci. Mais tu peux continuer si tu veux pour l'exercice 2. Ah, ok, d'accord. Ok, oui, on va voir la première question ensemble. Oui, avec ce tableau, en fait, parce qu'on sait déjà que pour les opérations sur les classes de concurrence, il faut juste prendre un représentant, c'est-à-dire que, par exemple, la classe de concurrence qui est congrue à 1 modulo 3, c'est juste l'ensemble des entiers sous cette forme-là. Et on peut définir la multiplication, la subtraction et l'addition sur deux ensembles de classes de concurrence. Ça revient à juste faire les opérations en prenant juste un nom dans cette classe, d'accord? C'est exactement, en fait, ce qu'on a utilisé. C'est que si A est congru à A', et P est congru à P', du coup, on a A plus P est congru à A' plus P', et pour moi aussi, et pour le produit aussi, d'accord? Et donc, en fait, modulo 3, il y a juste 3 classes de concurrence essentielles, du coup, c'est 0, 1 et 2. Donc, pour x au carré, il y a ou plus 3 possibilités en prenant x égale à x conclu à 0, 1 ou 2. D'accord? Du coup, c'est la classe de concurrence. Du coup, il faut juste regarder ces 3 nombres-là. Ce n'est pas la peine même de regarder 3 parce que ça, c'est déjà conclu à 0. Mais c'est bien d'avoir un tableau même plus grand pour avoir des idées de comment cette période marche. Parce qu'on voit bien que les deux sont déjà dans la même classe d'équivalence. OK, du coup, après, ça donne 0, 1 et 1. Même si on écrit 2 ici, on a 2 au carré qui est égal à 4, qui est conclu à 1, modulo 3, d'accord? Et du coup, on a seulement 2 choix de classe de concurrence, modulo 3, pour un carré, d'accord? Du coup, c'est-à-dire que, par exemple, si on se demande s'il y a une solution pour cette équation-là, on peut dire tout de suite qu'il n'y a pas de solution. Pourquoi? Parce que modulo 3, ça, c'est conclu à 2, mais on sait que x au carré n'est jamais conclu à 2. Modulo 3, d'accord? Okay. En fait, ça, c'est, je crois, ce qu'on a vu dans la première feuille déjà. Et donc, la question 2, c'est sur la somme de 2 carrés. Et c'est pareil, on sait qu'il y a juste 2 choix pour la classe de concurrence, pour x au carré, du coup, soit 0, soit 1, modulo 3. Et pour x au carré, c'est pareil. Et du coup, on fait un tableau, je crois, comme ce qu'on a fait déjà, sur toutes les possibilités. C'est-à-dire que du coup, on a en fait, peut-être que, ouais. Du coup, ça veut dire juste la classe de concurrence. Okay, du coup, si, OK, ça c'est pour x au carré concurrent 0 et 1, et y au carré concurrent 0 et 1. Et x au carré plus y au carré est concurrent à, il faut juste faire leur somme, 0 plus 0, 0 plus 1, 0 plus 1. Et 2. D'accord? On a ça. OK. Si on a 3 divise x au carré plus y au carré, ça,
ça correspond à quelle combinaison ici? Oui, 0, 0. Parce que 3 divise ce truc-là veut dire exactement que ce nombre est concurrent à 0. OK, ça c'est juste la définition. C'est-à-dire, dans toutes les classes de concurrence, on a un nom spécifique pour la classe 0. Du coup, c'est la classe dont tous les nombres sont divisibles par, dans ce cas, 3. Okay. Donc, mais on voit bien qu'il y a seulement un cas dans toutes les combinaisons où on peut avoir ce choix, c'est 0 et 0. C'est-à-dire que x au carré est divisible par 3 et y au carré est divisible par 3. Et encore une fois, par ce tableau-là, on voit que x au carré est divisible par 0 si et seulement si x est divisible par 0. OK, du coup, c'est la même méthode. Du coup, on regarde encore une fois le tableau ici, parce que maintenant, on sait déjà la classe de concurrence pour x au carré, et du coup, on remonte pour retrouver la classe de x, qui est modulo 3. OK. OK. D'accord. OK, il est déjà l'heure, je crois. OK, on va continuer la semaine prochaine. Okay. Vous n'avez pas encore vu le théorème du reste chinois, non? Pas encore? OK. Ça, c'est l'exercice 3. Oui, tu as déjà trouvé, t'as trouvé le mail? OK, je vais donc. OK, le mail de... Ah, OK, d'accord. OK, quelqu'un qui veut me transférer le mail comme des regroupements de rouge ou bleu, comme tout ce qui concerne comment ça marche pour vous? Parce que je veux juste être au courant de tout ça. Qui a le mail, qui peut nous montrer On n'a pas encore reçu.